Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Pause Sportive, le podcast qui t'aide à performer autant physiquement que mentalement. Et aujourd'hui, on va plonger dans le domaine, un aspect essentiel, la préparation physique. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Gaël Le Glédic, donc préparateur physique d'athlètes olympiques et de haut niveau professionnel. Et il me reçoit aujourd'hui au sein de sa structure Ultimate Physical située à Mérignac. Salut Gaël, Salut Cédric, merci d'avoir accepté cette invitation, comment vas-tu? ça va, très bien, très bien, très bien, chaudement, mais en ce moment. Ouais, il fait très très chaud actuellement à Ouais. Bordeaux. Donc aujourd'hui, on va parler de préparation physique. Est-ce que avant tout, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer comment t'es arrivé, Le parcours. le parcours et comment t'es devenu préparateur physique? J'ai fait un parcours universitaire un peu classique, c'est-à-dire que je me suis dirigé sur des études de STAPS après mon bac. J'ai fait une licence entraînement sportif à Nantes et j'ai fait un master entraînement sportif à Bordeaux. Durant ma scolarité, en fait, ce que je cherchais à faire, je voulais passer le concours de conseiller technique régional. Et moi, j'étais en scolarité entre 2000 et 2005 et il y a eu le zéro médaille de Sydney qui a refondu un peu les postes, qui fait qu'il n'y a pas eu de poste ouvert pendant 4 ans, 5 ans, Mm. même un peu plus que ça, je crois 8 ans jusqu'en 2008. Et du coup, en fait, ça m'a forcé un peu à réfléchir à ce que je pourrais faire dans le domaine de l'entraînement. Et je me suis naturellement orienté vers de la prépa physique en me disant que il y avait des besoins et c'était dans une période où on faisait aussi pas mal confiance aux gens issus de l'athlé. Mm. Donc j'ai commencé à rechercher à droite gauche dans le journaux, voir les plus hautes divisions amateurs, savoir qui avait besoin. Et puis petit à petit, j'ai commencé à mettre le pied au foot, au rugby, au tennis. J'ai construit après derrière euh, une dizaine d'années dans le milieu amateur. Et j'ai eu l'occasion d'après de monter un centre un peu pluridisciplinaire. Donc Mm. c'est ce que j'ai fait et je me suis un peu plus professionnalisé à ce moment-là, quoi. D'accord. Et du coup, la prépa physique, mais pourquoi pas autre chose, l'entraînement technique ou rééducation par exemple? Enfin, moi quand je me suis orienté dans les études STAPS, c'était vraiment l'entraînement qui me passionnait. C'est-à-dire que Ouais. je faisais beaucoup d'athlètes à l'époque. Euh, Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Le cadre d'entraînement, c'est ce qui me plaisait, quoi. Vraiment, je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. J'aimais ça, quoi. J'aimais l'entraînement, j'aimais comprendre pourquoi, comment on progressait, comment on arrivait à progresser sur des secteurs, euh, la planification. Je me suis intéressé sur ça et à ça et franchement, c'est imposé vraiment comme quelque chose de. Je voulais faire du terrain, quoi. Je Mm. voulais pas faire de recherche, je voulais pas faire de réathlé, je voulais pas ça, quoi. Je me suis posé la question, mais en fait, c'était vraiment dans ce qui me plaisait, c'est l'entraînement, vraiment. C'est l'entraînement, le contact avec les gens et la réflexion que tu as pour les faire progresser, quoi. Donc je me suis orienté sur ça vraiment depuis le départ et pas par hasard. C'est juste que la prépa physique s'est un peu imposée dans le sens où, sur mon plan de départ, où je me suis dit, je vais essayer d'avoir un travail de cadre technique simple, placé, tu vois, Mm. enfin propre. En fait, je me suis dit, c'est peut-être un peu plus compliqué, donc je me suis débrouillé par moi-même et puis c'est le moment où la prépa a quand même explosé, quoi. Donc il y avait des opportunités à saisir, je les ai saisies. Ouais. Ok. Et on va parler un peu de ta méthodologie et ta Ouais. philosophie en tant que préparateur physique. Quand on parle de préparation physique, généralement, grossièrement, on parle de s'entraîner dur, fort. Ouais. Euh, No pain, no gain. c'est ça. Mm. Mais pour toi, c'est quoi une bonne préparation physique? Bah, hum, je pense que le plus important, c'est la semaine un peu type d'entraînement que tu as. C'est se baser sur la personne déjà en un, c'est-à-dire qui tu as en face de toi. Est-ce que c'est un athlète confirmé? Est-ce que c'est un athlète professionnel? Est-ce que c'est un athlète amateur de loisir, mais sérieux dans la pratique ou c'est Mm. plus un athlète amateur? Ça, déjà, ça va te conditionner un peu le niveau d'exigence que tu as avec une personne. Tout en sachant que c'est pas parce que tu es au niveau que tu as forcément des entrées très exigeants et que c'est Mm. pas parce que tu as des gens amateurs qui sont pas du tout exigeants. C'est même des fois le contraire, hein. Tu as des gens qui sont Ok. beaucoup plus exigeants, enfin qui ont un niveau d'exigence très élevé alors que c'est une pratique de plaisir. Déjà ça pose un peu le cadre. Ça veut dire pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est par rapport à ton métier ou est-ce que c'est par rapport plutôt à ton plaisir?
Mmh. Ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Ensuite, après, il y a l'âge d'un pratiquant. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en formation? Quand je dis en formation, c'est catégorie jeune, hein, cadet, junior, Mmh. j'en ai aussi. Et donc, du coup, là, en fait, tu vas prendre des choses. C'est de l'apprentissage. Ou est-ce que tu es vraiment dans un niveau d'entretien parce que tu dois maintenir ton niveau, parce que tu as des compétitions à droite gauche, ou est-ce que tu cherches du développement? Ça, pareil, bah, ça pose, là, tu réponds à la question, combien de temps j'ai de disponible avec toi? Quel temps tu me donnes et pour avoir un, envie de te dire un résultat. Mmh. Et ça va découler sur le fait de, bah, on peut se voir tant de fois, tant de fois, tant de fois. Et en fait, tu parles d'équilibre de la charge d'entraînement, en fait. C'est simplement, tu t'entraînes spécifiquement, OK, alors on prend dans les sports de combat, quelqu'un qui fait de la boxe pied-point, il va s'entraîner peut-être 5 fois une fois par jour. Il va avoir des sessions beaucoup plus intenses, en sparring, des sessions un peu plus techniques. Il va Mmh. faire des répétitions techniques aussi avec la palette. Et ça va te donner une charge d'entraînement. Donc, du coup, tu vas surajouter quelque chose dans un registre. Est-ce que, justement, dans un registre qui est très aérobie, est-ce que la préparation physique d'un boxeur, est-ce qu'il vaut pas mieux la cibler un petit peu sur des qualités de puissance que tu vas forcément négliger ailleurs? Ou est-ce que tu vas accentuer, je sais pas, prendre de la masse, développer la force? Tout ça, c'est vraiment une réflexion que tu dois avoir Mmh. et qui s'affine un petit peu avec, le moment donné, tu vois? Et avec les problématiques des personnes. Et en 3, bah, tu reprends une personne et tu te dis, quel est son chemin? Qu'est-ce qu'elle a fait avant? Est-ce que c'est du 100 sport de combat ou est-ce qu'elle a fait d'autres choses avant? Quelle est un peu sa typologie, sa spécificité? Moi, je travaille beaucoup maintenant aussi avec, bah, comme tu as cité dans la structure que j'ai des professionnels sur lesquels je m'appuie, qui font des bilans, de départ. Donc j'ai un bilan kiné avec un kiné du sport qui est assez pointu, à qui j'ai vraiment une grande confiance. Donc il va faire cette analyse de départ. Il va me fournir un bilan en me disant: «Bah, voilà, tu vois, tu es déficitaire sur ci, tu es déficitaire sur ça. Ça, par contre, tu es très bien, il est même au-dessus. Là, ça vaudrait le coup de rééquilibrer». Donc il va me donner, sa vision de la personne avec ses qualités et ses défauts. La même chose après chez un podo qui va me faire des analyses, statiques et dynamiques et qui va me donner un type de profil, un profilage, Mmh. savoir si c'est une personne plutôt aérienne, plutôt terrienne, quelqu'un qui utilise plutôt le rebond et sa chaîne poste, ou quelqu'un qui utilise plutôt son ancrage et qui est fort en chaîne antérieure. Et donc ça, bah, après derrière, ça te donne des indications sur est-ce que cette personne elle est mieux sur tel type de mouvement ou est-ce que toi tu vas prendre le contre-pied, c'est-à-dire que Mmh. tu as un peu de temps, tu le vois dans un gros extrême, tu vas dire: «Bah, je vais prendre un peu l'opposé pour essayer de rééquilibrer». Et en fait, il y a aussi le fait qu'on sait jamais vraiment si c'est juste ce qu'on fait. C'est juste en fait, on va établir un plan d'action et derrière ça, bah, en fait, tu es obligé de faire des boucles de régulation en te disant: «Bah, ça, c'est plutôt bien passé, heu, plutôt bien réagi». Tu vois, la personne te fait un retour en disant qu'elle a apprécié et ça, c'est à prendre en compte, hein, Mmh. la notion de plaisir quand tu t'entraînes beaucoup. Est-ce que tu as toujours du plaisir à t'entraîner? Et après derrière, bah, il y a des fois, bah, il y a des choses qui marchent un peu moins bien ou alors tu avais prévu quelque chose et la personne est plutôt fatiguée. Donc c'est que dans tout ce que tu amènes, dans le input, tu vois? Tout ce que tu amènes finalement, ce qui t'en ressort, c'est que tu as pas assez récupéré. Donc il faut après éduquer les gens à la récup. Est-ce que, ton sommeil il est qualitatif? Est-ce que, tu mets en place des protocoles de récup? D'ailleurs, je t'ai présenté le Mmh. centre avec qui je travaille, Cryo Récup qui est un centre dédié à ça, où on a plusieurs outils en passant de la cryo corps entier à de la pulsothérapie, du sauna infrarouge, des bains froids, de la neuro-relax, en fonction, bah, des gens, on va pouvoir mettre après on va essayer d'optimiser les choses. D'accord. Et la vision d'entraînement, ouais, c'est comme tu m'as dit, est-ce qu'il faut s'entraîner dur? Il y a des moments où il faut s'entraîner dur, des moments, Mmh. mais c'est pas tout le temps. D'accord. Et donc il faut arriver à s'entraîner dur, de façon, suffisante. Donc il faut répéter ces sollicitations, ces stimulations. C'est un peu ce qu'on appelle un stimulus, quoi. Tu vois? Un stimulus, tu sollicites, tu génères du stress Mmh. et ensuite après il faut que tu laisses suffisamment de temps pour que la personne puisse encaisser le stress. Et le but de l'entraînement, c'est ça, c'est stresser, récupérer pas tout à fait, restresser, pas aller trop bas pour pouvoir après permettre, cette notion de surcompensation, Mmh. en fait. Donc pour moi, le point le plus important de l'entraînement, c'est pas tellement ta séance, c'est pas tellement ta méthodologie, ça va être ton cadre de vie, ton projet de départ à la base et après comment tu structures les choses par rapport à si on va plus loin,
des fois ta vie professionnelle. Quand tu es Mmh. amateur, tu as forcément une vie professionnelle qui a ta vie familiale, ta vie sociale aussi, tes rencontres. Mmh. Parce que bon, tu vois, il y a des gens qui s'entraînent beaucoup, mais si c'est pour perdre ta femme au bout de 2 ans parce que tu es jamais chez toi, c'est pas très intéressant, quoi. Mmh. Donc philosophiquement, ouais, c'est le no pain no gain, je suis pas très partisan. Mmh. Je suis plutôt partisan de prendre le temps de s'entraîner, de s'entraîner correctement et de grossir petit à petit, de reinclure des choses petit à petit. Comment on peut être meilleur, en fait, si tu veux, d'année en année. Faire des focus sur la structuration de l'entraînement, après faire des focus sur un peu l'alimentation. Quand forcément tu t'entraînes plus, il faut quand même adapter. Faire le focus après derrière sur la récupération. Euh, et, euh, et tout ça, bah, tu vois, d'année en année, bah, après, tu parles de prépa mentale aussi. Mmh. Il y a aussi ça après derrière. Il y en a qui en ont besoin, d'autres non, Mmh. mais structurer le projet pour grossir et s'améliorer. Être en fait, on pourrait dire, est-ce que tu es une meilleure version de toi-même, en fait? Mmh. Ça, je trouve que c'est plus intéressant, je pense, que dire, je suis performant. En fait, être performant, c'est ça, c'est je suis une meilleure version de moi-même, déjà, à la base. Je suis meilleur. J'étais pas capable de faire ça, maintenant je le fais. Pas se comparer tout de suite aux autres, quoi. OK. Et est-ce que toi, tu as des principes de base, du coup, en tant que préparateur physique, négocie jamais, c'est pas négociable avec les athlètes que tu suis, peu importe le niveau? Tu sais, je peux te dire au tout début de ma carrière, enfin, ça fait maintenant, heu, ça fait maintenant 18 ans que je fais ça, quoi, presque 20 ans, 20 Mmh. ans. Heu, Tout début, j'autorisais pas les téléphones, par exemple. On était à l'entraînement, on s'entraîne, le monde a tellement évolué et quand tu as des professionnels, ils ont aussi besoin de communiquer, ils ont aussi besoin de contenu Mmh. que c'est pas à enfin, j'ai été contraint, si tu veux, de laisser les gens se filmer Mmh. et si tu veux, ça m'a beaucoup choqué au départ parce que c'était une vision que moi j'avais pas de l'entraînement. Tu Mmh. vis pour t'entraîner, point barre. À l'heure actuelle, ça a changé, donc il y a ça à prendre en compte. Il y a aussi la notion d'image. Donc si tu veux, au départ, tu vois, j'aurais dit non au départ Mmh. et à l'heure actuelle, je peux comprendre. Par contre, je le limite aussi. Tu vois, Mmh. c'est-à-dire que c'est un temps d'échange. Donc moi, dans mes séances, il y a plusieurs sportifs en même temps. Ils ont chacun leur programme. Et pour moi, il est important qu'il y ait un échange social. Mmh. C'est-à-dire que tu es aussi là pour passer un moment donné avec des gens et on est aussi là, s'entraîne, si tu veux, comme une équipe un moment. Utilise les autres. Donc j'ai besoin aussi que tu puisses parler et pas être que sur ton téléphone. Et ça, tu vois, ça, c'est des choses que je vais pouvoir dire à quelqu'un à un moment donné. Si tu viens en séance et qu'on ne parle pas, ça me gonfle, en fait. Mmh. Ou alors, si tu vas faire de la com et raconter n'importe quoi dans ta com, ça va aussi me gonfler. Ouais. Donc, tu vois, je leur apprends la mesure sur ça. Je veux dire, pourquoi tu fais ça? OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois? Parce Mmh. que c'est aussi donner des informations, se filmer. Ouais. Si tu as des adversaires, tu montres comment tu t'es préparé, tu montres des choses et il y a des fois, tout n'est pas à montrer. Je pense qu'il faut arriver à rester un peu caché, quoi. Donc, tu vois, par moment, oui, ce que je peux imposer à des gens, c'est de pas divulguer certaines informations de l'entraînement avant la Chose. compétition. Ouais. Notamment quand tu mets en place des protocoles assez nouveaux. J'ai pas envie de donner des aides, c'est-à-dire que tu viens me voir, tu me payes pour être performant. Ce qui serait bien, c'est de pas divulguer tout de suite, quoi, tu vois. Donc ça peut être aussi ça. Ouais. Donc et je pense qu'il y a un truc aussi où je suis très exigeant. Par contre, oui, c'est cette espèce de ponctualité, quoi. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'arriver le plus souvent 10 minutes en avance, tu vois, voire 15 si je peux. Avant ça, j'ai quand même amené mes filles à l'école. Je me suis aussi tapé les bouchons, mais je me suis organisé. Mmh. Et je trouve que, tu vois, quand tu as une séance, parce que bah, derrière, dans cette structure, il y a aussi des structures avec des gens qui viennent pour leur bien-être. Donc, c'est-à-dire, j'ai un temps donné, je vais avoir 1 heure et demie. C'est pas, j'ai pas 2 heures. Donc, en Mmh. fait, si tu dois venir à l'heure, c'est à l'heure, quoi. Parce que ta séance, elle fait 1h30, en fait. Mmh. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut arriver à faire. C'est-à-dire se respecter, se donner les temps. Ça, c'est, je pense, la première des choses. Pour voir si une personne est aussi très motivée. Mmh. Enfin, la ponctualité est très, très importante. Je suis un peu, On partage la même chose. voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, bah, tu interviens et tu es intervenu auprès d'athlètes de haut niveau. Ouais, Euh, j'ai eu cette chance, ouais. ouais. Quelles sont, selon toi, alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais quelles sont les qualités physiques prioritaires à développer chez un athlète? Qu'est-ce qu'il doit développer en Ouais, priorité? mmh, des, ça va dépendre de la discipline. Mmh. Tu vois, c'est pas la même chose chez un cycliste que chez un sport de combat. Mmh. Euh,
Donc déjà il y a une qualité qui revient dans beaucoup de domaines, ça va être celle de la puissance. Mmh. La puissance qui est vraiment un peu le Graal. On parle beaucoup d'hypertrophie, de force. On sait quelques années, on faisait beaucoup le focus sur la force, c'est-à-dire qu'on avait un personal best sur un développé couché qui dit ah, Mmh. qui est très fort, il va lancer loin. En fait, tu te rends compte c'est pas les mêmes schémas de recrutement. Et qu'en réalité, ce qui fait la différence, c'est la puissance. Mmh. Donc la force est un moyen aussi d'améliorer la puissance. La masse musculaire aussi est un moyen aussi d'améliorer la force, puis après la puissance. Donc dans les constructions, c'est aussi un peu ça qu'on apprend, hein, de faire un peu de masse pour préparer structurellement, faire un peu de force pour améliorer le nerveux, et ensuite après améliorer ce nerveux et améliorer la puissance à ce moment-là. Mmh. Optimiser un peu ça. Donc oui, la puissance c'est un peu le Graal, mais j'ai envie de dire, tu vois, tu peux avoir des profils qui sont assez variés. Tu vas avoir par exemple dans les sports de combat des gens qui sont très punchy, Mmh. on va voir qui sont très puissants, très explosifs et du coup, ils sont capables de développer un énorme niveau de force dans un temps très court et de mettre des KO. Et tu as des gens qui ont pas cette capacité-là, mais qui performent parce qu'ils ont une grosse aéro, une grosse caisse et ils sont capables de dominer et de harceler quelqu'un, donc de les emmener dans un registre où au lieu de travailler sur des petits un coup et Mmh. plutôt de l'intermittent très court, et ben, d'aller chercher sur la répétition et de les user et de les user. Et ça, je trouve que c'est chouette. C'est chouette. C'est pour ça que dans les MMA, je trouve ça super chouette. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler dedans. C'est une diversité de profils, quoi. Mmh. Après, je dirais que c'est pas tellement la qualité en soi qu'il faut développer, c'est améliorer cette capacité à s'entraîner. Pour moi, pour réussir à un haut niveau, en fait, il faut savoir s'entraîner. Il faut accepter de s'entraîner et il faut aller chercher une grosse quantité d'entraînement. Mmh. Et ça, j'ai envie de dire, faut être besogneux. Si tu l'es pas, t'as beau avoir des grosses qualités physiques et tu en trouves beaucoup à haut niveau, à un moment donné, les talentueux, ils sont éclipsés par les travailleurs. Et Mmh. ça, c'est c'est clair et net. Ouais. C'est pour moi le travail. Ouais. Le travail, ça reste du travail, du travail, du travail. Très ingrat, mais du travail. Pas sûr de réussir. D'ailleurs, un entraîneur, hein, c'est Philippe Lucas qui disait que si t'étais pas capable de t'entraîner beaucoup, tu n'avais aucune chance de réussir, mais qu'il pouvait pas te garantir qu'en t'entraînant beaucoup, tu pouvais y arriver aussi. Mmh. Et en fait, c'est ça le poker que tu fais quand tu t'entraînes des gens, c'est Mmh. d'expliquer que on a plus de chances d'échouer que de réussir. Ouais. Donc, Il faut quand même y aller. donc après, tu le sais, Mmh. on sait tous. Et l'idée, c'est de se réaliser dedans et d'être en accord, en fait. Et c'est comme ça que je te dis, je reviens sur la notion de plaisir. C'est qu'à la base, oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais quand tu t'entraînes beaucoup, il y a aussi un certain plaisir à s'entraîner. Mais je pense qu'il y a peu d'athlètes de haut niveau qui te diront qu'ils n'ont pas eu ce plaisir-là. Il y a plein Mmh. d'interviews de champions qui donnaient, mais j'ai pas vécu ça comme un calvaire. Mmh. J'ai aimé ça m'entraîner. Ah oui, à la base, en fait, j'aimais ça. Après, il y a plein de gens ont fait des déprimes, Mmh. mais je pense faisaient aussi du sport pour des mauvaises raisons. Mmh. Donc là, on rebondit sur le côté psychologique. Est-ce qu'une bonne psychanalyse ne serait pas indispensable à chaque sportif? Et là, moi, je te réponds oui. Mmh. Ça, c'est un... Ouais, la notion de plaisir est important lorsqu'on fait quelque chose, sinon après ouais. Exactement. Pourquoi tu le fais? Mmh. Après, tu peux avoir des bonnes, des mauvaises raisons, hein. Tu peux le faire pour l'argent. Quand tu es professionnel, tu le fais aussi pour l'argent. Tu peux le faire pour l'argent sans avoir de plaisir. Ça dure jamais très longtemps. Mmh. Tu peux faire des petits coups, mais ça dure jamais très longtemps. Tu peux t'entraîner pour le regard des autres aussi, parce que tu recherches des choses. Et ça, c'est beaucoup de sportifs aussi qui ont des problèmes intérieurs, hein, je pense aussi. Puis après, tu as ceux qui ont réfléchi et qui font ça aussi pour eux et qui ont une espèce de plénitude en disant, bah, j'aime cette activité, j'aime le faire, et en fait, là, ça devient intéressant, ouais. Ça devient intéressant de travailler avec ces gens-là, je trouve. Justement, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de pour les qualités physiques, entre, par exemple, le cyclisme, le sport de Ouais. combat. Comment toi tu gères cette spécificité entre divers disciplines, par exemple le cyclisme ou le MMA ou le Ouais. rugby? Ah oui, moi, comme je te dis, j'ai eu la chance de toucher plein de domaines parce que, comme je te dis, je me suis pas orienté vers un schéma fédéral classique. Je suis pas rentré dedans. Je suis pas rentré dans un système pro classique où j'ai pas eu des entrées sur des équipes de foot ou de rugby. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé. Le début de ma carrière, ça a été le milieu amateur. J'étais un professionnel chez des amateurs. Donc, Mmh. j'ai travaillé le soir, tard. Je faisais des déplacements. Alors, c'était du haut niveau amateur, mais j'ai toujours eu cette dominante-là. Donc, du coup, j'ai eu le club en fond.
j'ai eu la notion de compétition toujours, Mmh. tu vois, attachée. Et après derrière, j'ai eu mes enfants et du coup, je me suis dit: «Je Mmh. ferai pas ça toute ma vie, rentrer à 22 heures tous les soirs parce que les entraînements sont tard et que Mmh. voilà». Et que j'ai eu de plus en plus l'occasion de travailler avec des professionnels, donc il a fallu que je restructure mes heures. Et heu et pour te dire, bah, en fait, je cherchais des contrats, parce qu'il y a d'une année sur l'autre, j'avais des contrats. Il y a des moments donnés, il y a des clubs, ça se passait bien. Je suis resté souvent longtemps dans des clubs, c'est-à-dire que quand je prenais un contrat, je commençais, enfin, j'ai rarement travaillé pour moins de 3-4 ans dans une structure, donc c'est que Mmh. j'aime bien m'y inscrire pour essayer d'apporter quelque chose. Donc au départ, tu as le côté nouveau, j'aimais bien ça, apprendre une nouvelle discipline. Et puis après derrière, essayer d'améliorer le schéma de fonctionnement. Et puis après derrière, des fois, tu vois, tu as des entraîneurs qui s'en vont et tout ça, donc ça change, tu pas la même structuration et tu sens que ton discours est pas moins bien passé, donc il est temps de partir à ce Mmh. moment-là. Donc pendant ces 10 ans-là, tu vois, j'ai souvent, suivi des gens avec qui, ça s'est bien passé et puis après j'ai eu d'autres opportunités et en fait, je les ai saisies et puis, c'est vrai que, je sais pas, moi, je pense pas que j'aurais été quelqu'un de, forcément, très épanoui dans un système pro où j'aurais fait que une équipe de foot classique Mmh. avec une vision un peu plus serrée, tu vois? Un peu plus fédérale. Heu, J'avais besoin de ça. Donc j'ai vu plusieurs choses et en fait, ça m'a vachement enrichi. Et comme je t'ai dit, en fait, tu te rends compte que la performance, quel que soit le sport, tu retrouves les mêmes bases. De toute façon, toujours la même chose, du travail, de Mmh. l'investissement, une planification, entre ce que tu veux faire, enfin, c'est 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 en fait, c'est très transversal. Et puis je trouvais aussi, en ayant travaillé comme ça et quand j'ai ouvert cette structure, au tout départ, c'est qu'en fait, je faisais venir des gens de différents milieux et ça permet aussi de sortir d'un sportif qui est à fond tennis, par exemple, ou à fond sport de combat, de voir, que des cyclistes, ils s'entraînent, aussi Mmh. aussi dur, voire des fois plus longtemps parce que tu prends un mec de sport de combat, heu il parle, un cycliste: «Ah ouais, j'ai fait une petite sortie, endurance fondamentale 4 heures». «Quoi? Tu as fait 4 heures de vélo?» «Eh oui, oui, en fait, au total, quand tu fais du vélo, tu t'entraînes entre 18 heures et 26 heures la semaine». Donc tu vois ce Ah que ouais, je veux c'est vrai, dire? faut Et à moi, c'est beaucoup, mmh. tu vois? Alors, c'est pas de la haute intensité. Par contre, un cycliste, il voit un combattant, il dit: «Waouh, tu as fait 3 rondes et cetera, fait des sparring 10 fois 3, Mmh. moi je me ferais jamais, enfin, mesure la difficulté que à un autre sport, en fait. Et ça, je pense que ça apporte beaucoup de respect et ça enrichit aussi vachement la culture parce que tu viens s'agir des choses, par exemple, tu vois, on parlait, de physiologie et sur, la notion d'alimentation, d'hydratation, Mmh. j'ai eu, beaucoup de contenu, j'ai eu beaucoup de solutions dans le domaine du vélo qu'après derrière j'ai transféré dans le domaine des arts martiaux, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que dans le vélo, tu pars, tu as ton ravito, tu sais qu'à peu près combien d'heures tu as, tu vas calculer un peu, tes grammes, de glucose pour en avoir suffisamment, tu vois? Des fois, tu vas même t'entraîner à consommer un peu plus, heu du coup, tu te rends compte que quand tu t'entraînes, tu bois, régulièrement aussi tu bois sucré, salé, tu apportes à manger pour que tu sois pas, en hypo, quoi, tu vois? Et que tu Mmh. sois performant. Et ça, tu vois, des fois en salle, combien de fois, au départ, tu t'entraînes 1 heure, il y a personne qui a bu sur 1 heure. Donc tu t'entraînes dans un Mmh. endroit fermé où tu montes en température, dans une intensité qui est moyenne, voire haute, où tu tapes à fond dans le sucre et à aucun moment donné, tu t'es refroidi, tu as apporté d'eau et à aucun moment donné, tu as apporté de carburant, quoi. Mmh. Et après, tu te rends compte qu'au bout d'1 heure, tout le monde est rincé. Ouais, en fait, il faut juste le penser différemment, quoi, tu vois? C'est-à-dire que, C'est vrai, ce que tu dis, ça me fait penser un peu aux arts martiaux un peu traditionnels où on boit pas beaucoup. c'est ça. C'est ça. Mmh. C'est très tradi parce que c'est comme ça et en fait, tu vois, autant, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de choses. Dans le rugby, ils ont aussi, c'est assez à l'heure actuelle, le rugby, ils sont quand même bien en avance. Ils font attention, au ratio protéique, développent de la masse musculaire, tu en as besoin, donc qu'est-ce que tu apportes? Tu te rends compte que, tu vois, il y a plein de choses qui sont bonnes à prendre, et il faut pas être trop fermé. Je pense que l'erreur qu'on a en France, c'est d'être très fermé, dans des fédérations, Mmh. très avec une façon de faire, et on est peu ouvert à ce que d'autres personnes peuvent faire ou d'autres pays peuvent faire aussi, Mmh. même malgré le fait que ce soit des modes, hein, mais je pense qu'il faut qu'on s'autorise à réfléchir et à se dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire mieux, en fait, à chaque fois?» Et moi, c'est ma question d'entraîneur, en fait, c'est comme un Mmh. sportif, comment je peux faire pour être meilleur? Où est-ce que je peux être meilleur?
dans quel secteur je peux encore améliorer? Bah, moi, en Mmh, tant qu'entraîneur, c'est aussi ça. Comment je peux être meilleur entraîneur sur la plio? Qu'est-ce que je peux aller chercher en plus? Sur les protocoles de développement muscu, est-ce qu'en hypertrophie, enfin, je pourrais pas encore développer un peu mes connaissances sur la mmh, force, pareil. Et c'est toujours, t'apprends en fait. T'apprends. T'as plein de gens qui font des choses différentes de toi. Donc, s'agit pas de les copier, il s'agit d'essayer de les comprendre mmh. pour que toi derrière, bah, tu proposes à ta sauce des choses que tu maîtrises en fait. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Alors on va parler un peu d'individualisation et Mmh. du haut niveau. Mmh. Toi, est-ce qu'il y a des différences majeures entre l'accompagnement d'un athlète de haut niveau et un athlète amateur, aujourd'hui? Bah, en fait, comme je te disais d'abord, Mmh, ça va être le niveau d'investissement de la personne. mmh, Moi, j'ai des gens qui viennent me voir avec, j'ai des gens qui, j'ai un tiers de personnes qui sont à peu près dans mon groupe d'entraînement qui ont le statut d'athlète de haut niveau mmh, ou, d'athlète professionnel. J'ai un tiers de gens qui sont en formation, qui sont plutôt jeunes, qui sont en accession à ce niveau-là. Donc ça va être des catégories un peu plus jeunes, ça va être de l'apprentissage, on va dire, c'est du haut niveau jeune, mais c'est de l'apprentissage. Et j'ai un tiers des personnes que j'accompagne qui sont des sportifs amateurs. Et je c'est pas une je les distingue parce que c'est comment je les catégorise si tu veux, mais la distinction de mon suivi à l'intérieur, elle va surtout dépendre de leur investissement. Prends l'exemple, j'ai une cycliste amateur qui est très, 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 très investie, qui a été championne de France amateur de chrono l'an dernier. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est une des premières personnes, avec qui je travaille sur le plan de la semaine parce que je sais que c'est une personne. J'ai un logiciel, si tu veux, j'utilise des logiciels où j'ai des semainiers et dessus on a des échanges. Donc c'est-à-dire que les gens peuvent me mettre leur disponibilité. Donc par semaine, ils me disent voilà, là je suis pas dispo, là je suis pas dispo, là je suis dispo de là. mmh, Et en fait, quand je fais un suivi avec une personne, bah, en fait, pour travailler, la première des choses que je demande à un amateur, c'est quelles sont tes disponibilités. Sans mmh, ça, je peux pas travailler. Et je sais qu'avec elle, j'ai tout le temps, sur un mois, sur des fois un trimestre, déjà les disponibilités. Dès qu'elle a une course, elle le met. Dès que les informations sont toujours là, donc elle me facilite vachement le travail. C'est toujours quelqu'un qui me fait un retour sur l'entraînement, c'est-à-dire qu'elle me remet à jour, parce que maintenant avec les Garmin, c'est simple, tu les reconnectes et après derrière je récupère les données de la séance. mmh, Donc j'ai jamais besoin de lui dire t'as synchronisé ton compte et tout ça. Ce qui m'arrive avec des gens qui sont professionnels, qui ne le font pas spécialement. Et donc en fait, si tu veux, quelqu'un qui est complètement investi, en fait, si tu parles même pas de niveau de performance, mais plutôt de niveau d'investissement, tu te rends compte que c'est très intéressant de travailler avec des gens qui sont investis dans leur projet, qui savent ce qu'ils veulent faire. mmh, Même s'ils n'ont pas un gros niveau. Mais du coup, c'est aussi valorisant, je trouve, de les faire progresser, ces gens-là. Et des fois, bah, comme je te dis, tu as des gens qui, tu es obligé de leur expliquer que leur comportement, il n'est pas en adéquation avec leur statut, en fait. mmh, Donc, bon, quand c'est qu'un statut de haut niveau ou jeune, ça peut aller, mais quand tu es payé pour faire du sport, tu es aussi payé pour être performant. mmh, Et là, pour le problème, c'est là où tu vas rentrer en conflit, c'est que ces gens-là, ils te payent aussi mmh, pour qu'ils soient performants. Donc, ils te payent, donc ils ont l'impression qu'en te payant, ils ont fait le taf. mmh, Bah, en fait, non. Et c'est là que c'est compliqué, c'est mmh, que en fait, comme si tu leur étais redevable. Et moi, ça, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que j'aime bien parler de contrat mmh, c'est un contrat d'année. On se donne un temps pour travailler, tu vois. Prends jamais des contrats en dessous de 3, 4 mois parce que quand j'ai moins de 3 mois pour préparer une échéance, ça ne sert à rien. Même quand j'en ai que 3, je trouve que mmh, c'est compliqué. J'aime bien avoir le temps de construire, d'avoir une année de suivi. Et au bout d'une année, c'est reconduit. Et souvent, c'est un peu ce qui est le cas. Là, tu vois, j'ai mmh, j'ai énormément de gens. Ça fait, bon, Anthony, ça doit faire 10 ans que je l'ai ouais, fort de combat. Donc, tu vois, je l'ai connu depuis qu'il a été blessé au genou jusqu'à encore maintenant. Et il y a des gens, ouais, ça fait 3, 4 ans. C'est des cycles 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est pas rare que je travaille sur 6 ans avec des personnes. Ouais. mmh, Et il y a des moments, il faut changer. C'est d'accord. OK, donc tu fais des accompagnements, assez longs, quoi, ça c'est minimum 1 an et ça Oui, bah, en fait, quand je prends quelqu'un, c'est que je prends quelqu'un, ça arrive que ça matche pas, mmh, hein, et des fois ça matche pas, terrible, du coup, bah, on s'arrête. Il faut avoir une discussion en disant: «Bah, là, je crois qu'on de ce que tu veux et de ce que tu attends de moi, on va dans le mur». C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas me reprocher le fait que si et moi, je vais te reprocher le fait que tu sois pas assez investi. Donc je pense que si on n'est pas capable de trouver une ligne de conduite, vaut mieux arrêter. Et je pense qu'il faut l'avoir ce genre de discours plutôt que se fatiguer à tu vois? Moi, je pars du principe, je te dis une fois une chose, mmh, prends le temps. mmh, Je te redis une deuxième fois parce que tu as peut-être pas bien compris ou je me suis peut-être mal exprimé.
Si je dois le dire une troisième fois, c'est Ouais. que en fait, ça changera pas. Mmh. Donc, vaut mieux qu'on s'arrête là. Mmh. Et souvent, c'est mieux, c'est bien de le penser comme ça. Mmh. C'est vrai que ce discours, il est très, très bien, mais quand tu démarres dans une activité, ça peut être un peu difficile de. Bah, tu sais, quand tu démarres avec des gens, au départ, tu les connais pas, tu Mmh. apprends à les connaître. Il y a des choses que tu vas accepter, des choses que tu vas pas accepter, tu vas le redire et tu vas voir que les gens font des efforts. Tu le vois tout de suite s'il y a des gens qui font des efforts. Mmh. Après, c'est vrai que moi, maintenant, quand je prends des personnes, j'ai une base de personnes déjà. J'ai une trentaine de personnes en charge. Donc, si tu veux, j'ai pas besoin de courir après des gens. J'ai, voilà, j'ai les années que j'ai fait en amateur et le réseau que j'ai constitué qui fait que j'ai des demandes. Donc, si tu veux, je peux me permettre de choisir. Et Mmh. ça, c'est qualitatif, tu vois. Mais tu es toujours attiré par le projet de haut niveau. Mais en fait, des fois, tu es très surpris de voir le niveau d'implication. Et tu te rends compte que, bah, des fois, humainement, Mmh. c'est pas tes valeurs, quoi. Et je pense qu'il faut accepter voilà, qu'il y ait des personnes qui soient pas en capacité de le faire. Et c'est pas grave en soi. Tu vois ce que je veux dire? On Mmh. n'entraîne pas que des champions du monde. Finalement, moi, quand je veux dire, j'ai eu ma jeune qui a été championne de France du chrono amateur, ça a été pour elle, elle a eu ce maillot bleu, blanc, rouge qu'elle a porté 1 an, tu vois? Bah, pour elle, ça a été son objectif et elle l'avait vraiment réalisé. Et je sais que ce jour-là, tu vois, tout ce qu'elle a fait depuis des années, ça a pris du sens pour cette performance-là. Tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, cette année-là, le niveau a augmenté. Elle fait un championnat qui est bon, mais elle est même pas sur le podium, elle est un peu loin. Tu vois? Mmh. Tu te dis: «Bon», mais je lui avais dit: Ça sera dur de conserver un titre comme ça». Et tu vois, finalement, je lui dis: «Mais après derrière, il faut pas avoir de regrets, quoi. Tu as tenté des choses, tu fais pas une mauvaise course et on peut pas gagner à chaque fois, quoi». Mmh. Aussi, tu vois ce que je veux dire? Bien Quand tu sûr. as gagné toi une fois, bah, les autres, ils veulent la même chose que toi. Donc, apprécie ce que tu as fait. C'est tellement dur de toute façon de performer longtemps que, bon. D'accord. Hem Et comment tu évalues du coup la charge de travail, donc on en a parlé brièvement tout à l'heure, Ouais. pour un athlète, pour éviter justement, bah, le surmenage, la Ouais, blessure? plusieurs outils, Ouais. les outils un peu, bah, comme je t'ai dit avec, toutes les dominantes aéro, bah, j'ai un logiciel qui s'appelle Training Peaks qui est un logiciel qui fonctionne très bien pour la course à pied, le Mmh. triathlon, le vélo, la rame, la natation, où tu rentres un semainier, tu décris ta séance, donc tu peux avoir même des descriptifs avec les intensités ici. À la fin, tu as un total de de ta semaine, Mmh. un nombre d'heures de ta semaine. Et aussi tu passes, et le temps que tu as passé dans certaines intensités. Donc ça me permet de réguler, de voir, le volume horaire que j'ai fait. Quand je suis dans un cycle de travail, bah, je vais déterminer un certain volume horaire, je vais essayer de l'augmenter. Après derrière, je vais jouer sur ça, je vais jouer sur l'intensité et après je vais alterner et ça me permettra sur des phases de récup de me dire: «Bah, cette semaine, je vais essayer de décharger un peu et je vais enlever entre 25 et 30». Donc quand sur un volume horaire, c'est assez simple. Après derrière sur des activités, bah, telles que le sport de combat, tu vois, je sais que par exemple Nicolas Haute, il travaille beaucoup avec, le cardio-fréquence-mètre. Mmh. C'est un outil intéressant. Après je trouve que sur les sports intermittents, c'est un peu biaisé. Tu sois un peu fatigué, des fois tu as un peu de mal à monter. Mais bon, il détermine une sorte de charge de travail. Heu, Essayer de travailler avec ça et c'est un peu plus compliqué. Donc j'essaye de mettre des échelles aussi, je l'ai eu fait un peu avec les joueurs de padel, c'est-à-dire d'essayer de faire une échelle un peu, des unités de mesure. C'est-à-dire que je multiplie le temps de travail par une intensité. C'est-à-dire que je leur demande de juger leur échelle de difficulté. C'est-à-dire ils sont entraînés 1 heure ce matin, intensité 6, Mmh. en sachant que la haute intensité, c'est de 7 à 10, la middle intensité, c'est de 3 à 6 et la basse intensité, c'est en dessous de 3. Et donc en fonction de ça, bah, je leur demande par exemple, si tu t'es entraîné, c'était plutôt technique, OK. Donc tu vois que tu vas coter, ton 1 heure, Mmh. fois 2, intensité 2 et donc du coup ça te fait, 60 minutes à 2, ça fait 120 unités de mesure. Et je vais essayer de travailler de semaine en semaine sur, bah, regarde cette semaine tu as fait par exemple, 1000 unités de mesure, on s'est entraîné correctement, on va essayer de passer à 1002 si tu veux, tu vois, tu as un stage donc tu vas t'entraîner un peu plus et puis j'essaie de trouver des tips comme ça. Mmh. Et après derrière, bah, il me faut des, des petits testings pour voir, comment sont les personnes. Donc du coup, tu vois, j'utilise la variabilité cardiaque, le HRV, qui est Mmh. prise le matin pour voir donc dans les sports aéros, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, 2 ou 3 fois la semaine, je leur demande de faire un test HRV pour voir s'ils ont bien récupéré, s'ils sont dans leur valeur standard.
Alors, il y a plein de variabilités, c'est dur à interpréter, mais il y a des outils maintenant qui te permettent de dire ça. Tu vois, maintenant, tu as même les montres connectées où Mmh. tu as les temps de sommeil. Tu peux voir direct Ouais. en 2 mètres si ton temps de sommeil profond, il a été qualitatif, si ton temps de sommeil total, ton temps de sommeil profond, ton temps de sommeil paradoxal. Du coup, tu peux voir si une personne dort plus ou moins bien. Mmh. Dans les sports un peu, comme je te disais, comme les sports de combat ou même à l'athlé, sport nerveux, j'utilise un grip test en début de séance pour Mmh. voir si ils ont récupéré cette capacité nerveuse. Alors bon, bah, tu vois, quand ça s'écarte de 5% ou enfin, quand tu as des écarts de plus de 5%, tu peux te dire, oula, t'es un peu fatigué, donc est-ce que la séance que j'ai prévue, elle est Possible. pertinente ou pas? Et à ce Mmh. moment-là, j'allège. En fait, et puis la discussion. Mmh. Là, déjà, en base, hein, là, on est dans une génération de data, mais en fait, on oublie la discussion. Salut, ça va? Tu vas bien? Ouais, tu vois, si le Mmh. mec il passe à Ouais. côté de toi, ouais, ouais, oula, Ouais. oui, oui, mais ça va. Non, ça va pas. Mmh. Si le mec il arrive, ah salut, ça va? Ça va les Mmh. gars, t'as la pêche? Ouais, ouais, tu sens que ça va bien, tu vois. Tu vois les idées traits comme ça, tu Mmh. vois un peu ronchon, tu vois, il râle. Tu vois, il y a des tempéraments, hein, t'as des Mmh. râleurs, hein. T'as des gens, ils sont toujours bien. Mais quand t'as un râleur, tu vois, voilà, tu vas pas trop t'inquiéter. Mais quand t'as un mec qui est toujours dynamique et le jour où il parle pas, quand même s'inquiéter, quoi. Mmh. Tu vois? Ouais. Il y a des, pareil, oui, des gens qui se plaignent pas. Des gens qui sont toujours, cool, «Oh ça va, c'est cool», tu sais, assez discret et cette personne-là, le jour où elle te dit: «Ah ça va pas trop aujourd'hui», là, il faut tout de suite changer, quoi. Mmh. Parce que c'est pas quelqu'un qui en fait des caisses, donc t'attends pas à ce qu'elle te tu la vois comme ça, non, mais elle te dira aujourd'hui, «Ah je sais pas, ça va pas trop». Tu vois? Bah, Mmh. je trouve la discussion on a beaucoup de data à l'heure actuelle, on est une génération de data, on en a partout. Tu beaucoup de données, alors il y en a qui sont très pertinentes, mais après derrière, il faut se poser la question de est-ce qu'on a besoin de toutes ces datas pour performer? Moi, je pense qu'aussi, faut pas oublier que tu gères de l'humain et Mmh. de l'humain, bah, déjà, c'est à la base de savoir, est-ce que ça va? Est-ce que c'est une bonne période? Est-ce qu'il y a des soucis? Tu vois, c'est là que moi, j'apprends à connaître, je sais, s'ils sont en couple ou pas en couple, je sais si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Mmh. Ils peuvent te dire aussi que des fois, il y a un événement qui est compliqué, quelqu'un qui est en train de décéder dans la famille ou tu Mmh. vois? Où ils se font un peu de stress ou de soucis pour, leur compagnon parce qu'ils sont dans une période un peu transitoire, tu vois? Mmh. Et ça, tu vois, en discutant avec des gens, tu apprends beaucoup de choses, en fait. Donc la discussion est Beaucoup un de outil pour ouais. évaluer, ta charge, est-ce que c'est bien, pas bien? Et puis après, tu as tes données d'entraînement. Tu as donné, alors dans le vélo, c'est assez simple, hein, tu as donné un wattage précis, une intensité précise. Est-ce que c'est passé? Oui. Si t moi je l'ai coté, 7 sur 10 cette séance, donc difficile mais pas non plus et que lui me la cote à 9 sur 10, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ouais, je l'ai passé mais difficilement, donc tu peux sentir que c'est peut-être un peu plus de fatigue Mmh. et donc je réajuste beaucoup mes contenus. En fait, je travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire début de semaine, c'est souvent j'ai des périodes. J'établis des périodes, j'ai des trimestres où je sais que je vais avoir des compétitions là, là, là. J'établis des cycles un peu d'entraînement et dans ces cycles, je me dis: «Bah, je vais travailler un peu plus comme ça, comme ça, comme ça. Je vais augmenter l'intensité ici et ça» et bah, je me rends compte que des fois, bah, en début de semaine, je programme ma semaine type et que, bah, je fais des micro retours à chaque fois. Donc en fait, je prépare une semaine, derrière j'ai ma trame qui va suivre un peu pareil sur les deux semaines suivantes et en fonction de, bah, comment c'est passé, est-ce qu'elle est passée facilement? Donc c'est-à-dire que je peux augmenter un peu plus encore ou est-ce qu'il faut que je reste plutôt sur ça, stabilisé? Ben, je me fais des retours intra-semaine sur ce qui va conditionner après les semaines suivantes Mmh. OK. et ça, c'est hyper important parce que c'est, en fait, un gros temps de planification. Autant tu me demandes si, je suis occupé, je suis pas tant occupé que ça. Je fais une quinzaine d'heures de séance, Mmh. ce qui est pas énorme, tu vois? Par contre, Grosse préparation. j'ai autant de temps de préparation, Mmh. voire plus, Mmh. en fait. Parce que si je fais temps de préparation et après derrière les suivis que tu peux avoir et les petits coups de fil qu'il faut repasser voilà, en fait, tu te rends compte que Mmh. finalement, tu passes moins de temps, sur le terrain et tu passes plus de temps à réfléchir et à redemander des indications pour reconduire. Enfin, moi, je travaille comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres, pas du tout. Il y a beaucoup de data scientists qui sont très sur la data et Mmh. je pense que ça va bien sur plein de choses. Ouais. Et je pense que moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai aussi besoin de contact. J'aime bien être avec les gens, savoir si ça va. J'aime bien me dire aussi, euh, tiens, c'est une semaine d'entraînement. Euh, est-ce que j'aurais envie de la faire en tant que sportif? Ça, c'est une question que je me pose régulièrement. Tiens, tu vois, je vais préparer un truc.
je sors un truc comme ça et je me dis, est-ce que t'aurais envie de la faire, cette séance-là? Tu vois? Mmh. Il y a des fois, tu dis non, celle-là, elle me ferait chier. Celle-là, où il y a des fois, elles sont dures et Mmh. tu vois, et ça peut challenger les gens, tu vois, en disant, ben voilà, tu vois, je t'ai proposé ça, ça va être dur, mais qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ça me dit bien de la faire. Ou tu fais des choix. Tu sais, entre les séances, tu dis, j'ai pensé à faire ce truc-là ou ce truc-là. Bon, il y en a une, mais il y en a une qui est plus dure que, ah, je sais pas, ouais, celle-là peut-être un peu plus dure, celle-là, elle est plus volumineuse, mais un peu plus de récup, là, celle-là. Et en fait, tu vois, tu te rends compte que c'est bien d'échanger aussi parce qu'ils vont naturellement, eux, te dire ce qu'ils vont ressentir. Mmh. Et je pense qu'à terme, bah, quand tu travailles avec des gens qui font de la performance, et enfin, qui sont performants et qui sont à haut niveau, ils vont te dire aussi le petit truc qui leur manque. Tu vois, en disant, bah, tu vois, là, j'aimerais bien là, je me sens pas bien sur ces parties-là, tu vois, je sens que c'est ça que j'ai besoin de travailler. OK, bah, écoute, on va retravailler sur ça, hein, tu vois? Je pense que c'est un bon retour. OK. Donc beaucoup de discussions, de communication avec Ouais, les ouais, faut. tout à l'heure, tu en as parlé parce que tu me dis qu'il y a pas mal d'intervenants, Mmh. dans ton centre. Toi, quel est ton rapport avec justement, les autres intervenants? Par exemple, lorsque tu suis un club, tu suis un athlète, avec les coachs techniques, peut-être qu'il y a des kinés, des Ouais. Bah, quel ouais, est ton rapport? la difficulté, elle est là, Mmh. c'est qu'à la base, le fait d'avoir créé ce centre aussi, c'était pour être en interaction avec pas mal de d'avoir tout sur place et de pas avoir besoin de diffuser de l'info. Mmh. Malheureusement, tout le monde n'est pas suivi par les mêmes, prestats et effectivement, bah, sur le haut niveau, ce qu'il faut, tu te rends compte qu'il y a énormément de pertes d'infos, dans les staffs, en fait. Et c'est d'ailleurs Mmh. pour ça qu'on parle de staff et que c'est important. Et je pense que c'est en ça que c'est différent aussi des équipes pro bien structurées, celles du foot, celles du vélo aussi, euh, où tu te rends compte il faut faire l'effort, tu vois, de se présenter quand tu connais pas l'entraîneur de quelqu'un, c'est compliqué quand même. Mmh. Donc si tu as besoin, bah ouais, il faut bah, prendre le temps de rappeler. Souvent le kiné avec qui je travaille, bah, son cabinet n'est pas ici, il est ailleurs, donc bah, on s'appelle, on se laisse des messages, des vocaux quand tu rentres. Ah, j'ai vu un tel, il a fait ci, ça, ou alors je vais l'avoir en séance. Est-ce que tu peux me dire si tu penses que c'est bien que je fasse ça? Mmh. Qu'est-ce que tu as fait toi? Est-ce que, ben, en fait, quand tu travailles en équipe comme ça, tu fais aussi beaucoup d'adaptation, en fait. Tu vois, Mmh. et ça passe par aussi accepter que ce que tu proposes, c'est pas la grande solution. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un te dit, ouais, mais je pense qu'en ce moment, c'est pas une bonne idée de faire ça. Tu vois, moi, par exemple, est-ce que j'ai un feu vert médical ou pas pour bêtement faire un squat? Voilà. Voilà. Tu vois, on a Mmh. conduit une rééducation avec un joueur de padel blessé. Bah, première partie, je lui dis: «Je te laisse tout remettre en charge et je calcule pas, j'essaye pas de planifier, de faire évoluer les charges et cetera». C'est lui, le but, c'était de refaire des mouvements, remettre de la contrainte. Mmh. Et là, tu es dans quelque chose d'un retour de blessure. Donc moi, à côté, je me dis: «Bah, à ce moment-là, je m'occupe que sur la partie un peu haut du corps». Donc j'ai laissé le bas un peu sur le kiné, on faisait des retours, travailler ma partie pour pas qu'il perde en haut. Et ensuite, après, on a progressivement, il m'a réintégré les choses en me disant, bah, je te laisse les mouvements classiques de muscu. Donc, ouais, je suis reparti sur hypertrophie, force, machin, machin, machin. Et lui a gardé le côté réhab avec les chocs, la plio et les retours. Mmh. Les retours, les blocages, les démarrages. Donc, en fait, moi, si tu veux, dans ma semaine d'entraînement, je planifiais pas ça. Et on faisait un retour avec les jeux. Donc, en fait, il faut avoir confiance avec la personne avec qui tu travailles. Et après derrière, bah, tu fais du essai-erreur. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent pas bien. Souvent, quand tu fais l'effort de bien échanger, c'est quand même globalement pas du mauvais travail. Mais si tu échanges pas du tout, c'est généralement du mauvais travail. D'accord. Parce que tu vas reconduire à la blessure, parce que tu vas mettre trop de charge d'entraînement, ou alors tu auras pas eu assez de charge d'entraînement avant un retour en blessure. Tu vois, c'est en ça qu'il faut s'interroger en fait. D'accord. Si tu veux bien, on va parler un peu de physiologie et récupération. Ouais. Tu en as parlé tout à l'heure. La place que tu accordes à la récupération dans la performance, comment elle est pour toi aujourd'hui? Même si je sais que tu as pas mal de Bah oui, avec en fait, ouais, comme je te dis, la récupération, c'est la clé du sportif. Quand tu m'as dit, s'entraîner dur, mmh. pour s'entraîner dur, il faut déjà que tu aies une personne qui soit en capacité de récupérer les efforts qu'elle a faits. Ça, c'est enfin, les efforts qu'elle a fait. Ça, c'est clair et net. C'est pour t'entraîner dur, il faut que tu puisses encaisser ça. Donc la base de la récup, outre tous les outillages que je t'ai présentés tout à l'heure, qui sont top, hein, ça va être, bah, le sommeil, l'hydratation et l'alimentation. Mmh. Déjà à la base, c'est ça.
si t'as pas un sportif qui dort en quantité et en qualité, ça va être difficile de poursuivre et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans un déséquilibre, une grosse charge qui fait que bah, ça va conduire à, si tu t'écoutes pas, Mmh. à forcément une blessure. Petite, grande, il y a des signes. C'est pour moi, c'est jamais anodin, tu vois. Le mec qui dit ah, j'avais pas de chance, j'étais bien en ce moment, quand même. Enfin, je veux dire, Ouais. tu passes pas de ça va bien à je me suis fait un croisé. C'est que souvent il y a quand même eu une période où tu vois il y a des choses quoi. Donc ça, je pense qu'on arrive à l'anticiper un peu et de mieux en mieux. Et là, il y a beaucoup de maintenant à l'heure actuelle, les datas nous montrent que nous montrent, ça fait une semaine que tu dors pas bien en fait. Donc ça se voit et tu le vois. Mmh. Donc ça, c'est important. Dormir. Après, comme je te disais, arriver à se réhydrater et à manger correctement, bah, c'est pareil quand tu veux être censé, entretenir une masse musculaire, il faut que tu fasses quand même attention à ta balance protéique. Il faut aussi que tu fasses attention à refaire tes réserves de glycogène aussi de façon, répétée parce que quand tu vas faire l'intermittent court, tu vas taper fort dedans. Donc il faut arriver à physiologiquement faire comprendre que, bah, en fait, l'entraînement, c'est pas que je m'entraîne, c'est aussi, je l'ai pensé avant, j'ai mangé suffisamment avant longtemps. Pendant l'entraînement, j'ai bu, j'ai mis des électrolytes ou j'ai mis une boisson d'effort aussi pour continuer et pour pas trop taper dans mes réserves Mmh. hépatiques, parce que sinon ça va être la merde, hein, tu vas mettre du temps, tu auras pas assez récupéré le lendemain. Donc, tu vois, tu apprends les bons, les bons comportements. Et après derrière, bah, quand tu as fini, bah, il faut reboire aussi, mais en quantité, pas que de l'eau plate parce qu'il n'y a pas assez, remettre peut-être un peu d'électrolytes parce que tu as beaucoup sué, Mmh. ou refaire ton repas solide derrière, tu vois, apporter ça. Après, tu peux travailler beaucoup en complément alimentaire, mais tu vois, là, moi, j'avais aussi une micronutritionniste qui faisait pas mal d'analyses pour savoir ce dont la personne avait besoin. Et ça, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de choses maintenant. On peut aller très loin dans la perte. On peut aller très loin, mais ça passe toujours par la même chose, l'implication d'une personne. Mmh. C'est-à-dire que, bah, à l'heure actuelle, le centre que j'ai de récup, tu peux faire de la cryo corps entier, ça améliore pas mal de choses, le sommeil, tu améliores ton sommeil, tu peux t'as un petit effet musculaire, ça c'est vrai. Tu améliores aussi ton humeur. Heu, donc ça c'est chouette, ça marche bien, mais je veux dire si à côté de ça, tu as mangé McDo juste derrière ton entraînement, Ouais. c'est pas ta session de récup qui va sauver ça en Ouais. fait. Donc c'est un tout cohérent. Donc ouais, la récup c'est prépondérant, mais ce qu'on entend par récup, c'est vraiment déjà, bah, redescendre au niveau, c'est refaire ses réserves, se réhydrater et après derrière, ben, quand tu as des dommages musculaires, c'est qu'est-ce que je peux faire? Bah, Mmh. on a des protocoles, tu vas pouvoir travailler sur le chaud, sur le froid, tu vas travailler sur le drainage mécanique. Tu es plutôt stressé, tu as du mal, une compétition qui arrive, bah, on va travailler peut-être plutôt sur la neuro-relax ou alors sur la cryo corps entier. On va cumuler des outils qui sont très concomitants et ça, bah, c'est une réflexion. Mais si tu veux, c'est du top du top. C'est-à-dire que tu vas chercher encore, tu vas gratter les 0,5 par-ci. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux, tu vois? Mmh. Avant ça, moi, ce que je veux dire aux gens, la base, c'est la base. C'est ton projet est structuré comment? Est-ce que tu as du temps pour t'entraîner? Est-ce que tu t'entraînes assez? Est-ce que tu récupères est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu dors correctement? Voilà. Est-ce que tu as un équilibre émotionnel qui est correct aussi? Parce que si c'est pour s'enfermer et être, à péter, bah, c'est pas top, tu vois? Ouais. C'est pour ça. Après derrière la place de la récup, bah, ouais, c'est l'enjeu, hein. L'enjeu c'est et là on est très inégaux. Il y en a qui récupèrent très bien, il y en a qui c'est des bourreaux d'entraînement, tu sens qu'ils peuvent s'entraîner beaucoup et il y en a qui sont beaucoup de qualités, ceux qui ont des qualités explosives, ont des fois peut-être plus de mal à répéter des efforts et à ce moment-là, bah, en fait, c'est comme tu disais individuel. Mmh. À ce moment-là, bah, je m'adapte et ben, je vais peut-être mettre moins de volume, plus d'intensité, mais moins de volume à quelqu'un et d'autres, ils vont peut avoir une grosse quantité avec moins d'intensité. Ça, c'est les profils, tu vois, de personnes ici et ça, c'est de l'expérience, j'ai envie de dire. Est-ce que tu connais le gars ou pas, quoi? Mmh. Tu vois? Hem, est-ce que tu as déjà, bon j'en doute pas une seule seconde, est-ce que tu as déjà collaboré avec des préparateurs mentaux? Et toi, comment vois-tu Ouais. l'articulation entre le physique et le mental, justement? Heu, j'ai, heu, j'ai moi eu l'expérience j'ai eu l'expérience d'une prépa mentale quand je Mmh. courais, Mmh. qui m'a apporté beaucoup. Je l'ai fait assez tardivement, hein, plutôt sur la fin de ma carrière athlée Mmh.
Et c'est ce qui m'a permis, moi, je pense, de comprendre qu'on faisait ça pour nous. Tu vois, et que comprendre aussi que le stress, bah, c'est nécessaire. Mmh. C'est-à-dire que tu peux pas avoir de performance sans stress. Et qu'en fait, il faut juste apprendre à le gérer. Et le gérer, ça veut dire, bah, il y a 1000 manières de le gérer. Se poser des routines d'échauffement pour pouvoir rentrer et pas s'éparpiller, pouvoir rigoler aussi. Euh, c'est assez intéressant. Bah, chez nous, on travaille avec Morgane ici qui, euh, qui fait de la prépa mentale, qui fait aussi de l'hypnose. Euh, j'ai des contacts de personnes qui font aussi de l'hypnose aussi à côté, ou d'autres préparateurs mentaux. Bien sûr que c'est un champ d'action qui fait partie pour moi est aussi important que la prépa physique. Il y a, en 2016, on a parlé énormément de la prépa physique Mmh. et c'était la super révolution. C'était génial, c'était ça. Donc, c'était un métier qui avait le vent en poupe. Et là, avec les performances de Laurent Marchand, on a mis en avant tout ce qui était prépa mentale. Mmh. Celle de Gabriel Tual aussi, qui est Mmh. coureur de 800, donc j'ai aussi avec qui je travaille un petit peu parce que je travaille en collaboration avec son entraîneur. Euh, Mettre beaucoup en avant ce côté prépa mental. Mmh. Pour moi, c'est la clé de énormément d'athlètes. C'est, c'est, c'est le sens qu'il y a. Et en fait, quand tu regardes, quand tu parles avec Gabriel, pour lui, Gabi, il te dit, il a, il se met dans des schémas de performance. Il se donne du temps pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a à côté. Il enlève tous les affects négatifs et il se concentre que sur sa technique de course. Il enlève l'enjeu en fait. Mmh. Et ce qui est la plupart le plus difficile, c'est quand tu vas au très haut niveau, c'est que l'enjeu te bouffe. Tu Exactement. vois, si tu commences à passer ça et que tu vois derrière qu'il y a 1000 personnes qui te regardent, l'enjeu que ça, les enjeux financiers, je t'en parle même pas. Mmh. Mais c'est ça quoi. C'est pour moi là, ouais, là, c'est important. Donc du coup avec Morgane, oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur des suivis de certains athlètes où on arrive à avoir, où elle m'a demandé aussi tu vois, de savoir de faire des focus sur certaines façons de parler, de mettre en avant, de rigoler. Et tu vois, on disait un truc, j'avais un tireur sportif qui est très très introverti. Et en fait, moi je lui avais dit, mon but c'est que quand tu viennes en muscu, c'est que tu te sentes athlète, Mmh. que tu te sentes sportif, tu vois, que tu te sentes enfin vraiment comme si tu étais un athlète. Je lui dis, moi je lui dis, ce que j'aimerais, c'est que tu gueules en muscu. C'est-à-dire que quand tu pousses une barre, que tu puisses à un moment donné te lâcher, quoi, tu vois. Je veux dire, comme les autres. Mmh. Alors forcément, quand t'as un petit comme Anthony De Oliveira, un petit lutteur qui est hyper comme ça tout le temps, je pense que c'est difficile quand tu vois ce mec est bourré de confiance en lui et bourré de testo. Mmh. Toi, t'es un peu introverti. Et en fait, le but, ça avait été ça, travailler sur la prise de confiance, travailler sur sensation, le fait d'être légitime, tu vois. Mmh. Et on en discutait beaucoup. Donc là, on avait des échanges, tu vois, sur aussi essayer de vachement valoriser les choses. En disant, tu vois, au départ, tu n'étais pas capable de faire ça. Ben, dans ma prépa physique avec lui, je lui dis, tu vois, ce que j'aimerais, c'est que sur ce mouvement-là, on arrive à faire ce mouvement. Par exemple, si on faisait des swings, je lui dis, bah, on commence, on est à 20, qu'on soit capable de le faire à 28 ou 32 à la fin. Tu vois, c'était des objectifs, tu vois, ou alors qu'on soit capable de squatter, ben, soit capable de squatter à son poids de corps, tu vois, faire un squat complet, quoi, tu vois, à son Mmh. poids de corps. Et en fait, bah, tu vois que quand tu t'entraînes, tu arrives un peu à progresser et je pense que ça lui a mis aussi un petit fil conducteur de c'est important que je continue à m'entretenir, à progresser parce que dans le tiers sportif, être bien physiquement, en fait, c'est pas ça le plus important, mais je Mmh. pense qu'il avait besoin de travailler sur sa confiance en Oui. lui. Et du coup, bah, quand tu fais de la muscu et que tu te sens bien, tu te sens fort, et aussi en confiance. Donc c'est aussi le but de la prépa physique, c'est de te sentir en confiance en fait. Donc en fait, c'était pas du spécifique, c'était juste du global, du bien-être, mais ça permettait à ce qu'il soit mieux. Ça a été dur, mais c'est l'importance, ouais, ce genre de travail, c'est pour moi, c'est des champs. Si tu veux, on va par là, voilà, on va parler de micronutrition, on va Mmh. parler de récup à côté, tu vas parler de d'un podologue aussi pour tout ce qui est analyse posturale. Tu vois, en fait, quand on est par là, quand tu veux faire du haut niveau, il faut Mmh. vraiment construire une équipe assez grande, quoi, tu vois. Parlons pas du médical avec le kiné, puis le médecin, être capable d'avoir des examens assez rapidement si tu as besoin. Mmh. Euh, ouais, c'est une sacrée équipe, ouais. Je pense qu'il faut être en capacité de travailler avec plein de personnes et d'écouter ce que les gens ont à te dire.
parce que ça, c'est important. Par contre, il faut arriver un peu à centraliser les choses. Et moi, c'est ce que je faisais ici, c'est que bah, je portais un peu le projet de la tête en disant, bah, tiens, il y a un tel, je vais te donner des carnets d'adresses. Mais par contre, je centralisais aussi un peu les informations parce que sinon ça se perd, quoi. On va revenir un peu sur, du coup, sur ton- tes années en tant que préparateur physique. Mmh. Bon, t'as sûrement vécu des moments forts avec des athlètes que t'as accompagnés. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire ou un athlète qui t'a particulièrement marqué? Ah, j'ai des j'ai des super souvenirs et des souvenirs très durs aussi. Mais j'avoue il y a des choses qui m'ont marqué, ouais, dans différentes disciplines, si tu veux. Mmh, Plutôt comme ça, plutôt qu'un, mmh, c'est difficile, mais dans différentes disciplines, ouais, j'ai eu, par exemple, en athlée, j'ai eu un petit jeune qui a été champion de France cadet, que j'ai emmené jusqu'à avoir une sélection en équipe de France, indoor, au championnat d'Europe, mmh, de cadet à espoir. On avait construit un projet et j'avoue que cette fois-là, il a gagné le championnat de France, son premier titre comme ça. Je me suis dit, waouh, quelle émotion! Enfin, il est arrivé un peu, personne le connaissait trop, quoi, tu vois, mmh, et il les a tartés parce que, et là, je me suis dit, pouah, ce mec, il avait 100% confiance en moi, et en plus de ça, c'était un compétiteur, quoi. Et mmh, donc, tu vois, on essayait de construire le cadre en disant, il faut vraiment que, tu vois, on essaie de courir comme ça, on se fait oublier, boum, boum, boum. On parlait pas mal, et franchement, ce titre-là m'a vraiment fait plaisir. J'ai eu, au vélo, la chance de pouvoir aussi préparer. C'était plutôt une période, celle où j'ai préparé Thomas Bouda pour son premier Jeux Olympiques en 2016, là où il était à Rio. Ça a été 6 mois où on s'est donné à fond, 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 vraiment, où on vivait ça. Je me rappelle, je prenais ma moto, on faisait du derrière moto. Pendant la préparation, on était en scout, on était à Bordeaux-Lac, on était tout seul dessus. On avait accès et on se tapait des séances. Et là, c'était du one-one. Là, tu vois, tu sens que tu prépares, là, tu sens que tout le monde est focus sur un objectif. Et ça, c'était des bons trucs, quoi. mmh. C'est vraiment des très bons trucs. Et après, il y a eu aussi bah, des moments un peu costauds, comme avec Thomas aussi, quand Mmh, il a été à l'Hexagone, qu'il a mis ce KO. C'était à Orange, là, c'était dans les anciens arènes antiques. mmh, Et là, de nuit, avec les éclairages, et si c'était, enfin, vraiment, tu te dis, mais en fait, c'est pour ces moments-là que tu le fais, ce genre de choses. mmh, Mais après, il y a aussi des moments très, très durs, tu vois, où, bah, par exemple, Marie Lenette à Tokyo, bah, qui passe de la deuxième place à la cinquième place. Il loupe un relais sur l'américaine, mmh, et en fait, je suis vice-champion olympique. Ah, je suis rien. mmh, En larmes, tu vois, et des trucs comme ça, ouah, ça bascule de rien. Tu te dis, putain, mais c'est du détail, quoi. mmh, Ça, c'est dur, quoi, tu vois. Pareil, tu vois, Thomas qui a réussi à mettre un KO énorme il y a un an, c'était énorme. Et mmh, puis là, qui prend un KO aussi violent d'entrée, quoi, tu vois. mmh, Ça m'a vachement aussi touché. Donc, tu as autant d'émotions qui sont extraordinaires que d'émotions qui sont très très basses, quoi. Tu vois, des mmh, fois, tu peux être déçu de certaines personnes. mmh. Et il y a peu de métiers, je pense. Tu dois avoir la musique aussi, tu dois avoir ce genre de choses où, tu vois, jouer devant du monde, c'est énorme. Et te louper, ou alors tu vois, avoir des mauvais retours, ça te met au fond. Mmh. Mais ouais, ouais, enfin, je dirais, c'est les montagnes russes, ce métier, quoi. Tu vois, OK. c'est un peu ça, ouais. Hem, Quels sont tes projets, du coup, à venir ou des idées que tu aimerais concrétiser dans les prochains mois, prochaines années? Bah, là, j'arrive à un moment donné où ça fait quand même pas mal de temps que je travaille comme ça. Mmh, J'ai fait aussi pas mal le tour. J'aimerais arriver à travailler encore un peu plus spécifiquement avec réduire un peu mon volume de personnes pour être, comme tu disais, encore un peu plus précis sur les suivis d'entraînement. J'aimerais pouvoir être encore un peu plus précis avec certaines personnes, pouvoir vraiment faire tous mes retours et pas avoir l'impression d'être un peu à l'arrache des fois. C'est un peu le cas, hein, tu vois, mmh, partie. Et c'est surtout que bah, avec CryoRécup, on a des projets là on fait pas mal de distribution, et du coup, c'est une façon aussi de travailler, quand tu parlais de récupération, de sensibiliser aussi beaucoup de clubs avec du matériel qui est validé scientifiquement, et validé souvent, on travaille avec Christophe Oswirtz, pardon, qui a été l'ancien responsable de l'INSEP, mmh, de la partie recherche-développement. Pendant 20 ans, il a eu ce rôle-là là-bas. Donc, il nous a apporté énormément. C'est extrêmement enrichissant, quelqu'un de vraiment très compétent.
te remet à ta place, quoi. Tu vois, Mmh. c'est-à-dire que quand tu penses savoir, en fait, ne pense pas que ne pense pas. OK. Travail, il y a toujours, voilà, c'est ça. Ne sois pas suffisant. Ne sois pas suffisant. Ne crois pas tout savoir. Tu apprendras toute ta vie. Toute ta vie, il y aura des nouvelles choses. Accepte d'apprendre et accepte aussi de pas connaître à un moment donné. Mmh. Et ça, tu vois, quand tu acceptes ça, bah, en fait, moi, ça me pose pas de problème de dire, ben, tu vois, ça, je connais pas. Vas-y, explique-moi, en fait. Tu vois, je suis curieux, vas-y, explique-moi. Ouais. Et derrière, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi j'ai envie d'être meilleur. Et avec CryoRécup, oui, on essaye de trouver, d'aider un petit peu. Il y a cette forme-là, hein, quand tu viens installer à droite à gauche, avoir des projets avec certains clubs, améliorer. J'ai envie de dire sur le plan un peu national, toutes les connaissances qu'on peut avoir sur la récup, que ça soit optimisé, quoi. Mmh. Et j'ai envie de te dire que tu vois, pareil, on est un peu dans le type en ce moment. Tu vois beaucoup de choses avec des pressos, avec du low cost en fait, hein, du sonar de bas de gamme. Mmh. Et en fait, tu te rends compte qu'on est dans une société de consommation et les gens sont, on te dit, ouais, ça c'est bien pour la récup. Mais en fait, pose-toi la question, qu'est-ce qui est bien pour la récup? Mmh. Tu vois, dernièrement, j'ai vu des bottes les plus puissantes du marché à 200 millimètres de mercure. Mmh. Et en fait, mais tu fais de l'ischémie avec ça. Donc en fait, oui, c'est peut-être les bottes les plus performantes du marché, mais en fait, ça pèse beaucoup trop fort. Et donc Mmh. en fait, c'est délétère pour ton organisme en fait. Si tu te fais de l'ischémie, Mmh. tu vas pas améliorer ta récup, tu vas pas améliorer ton retour sanguin en fait. C'est faux. Tu vas même créer plus de dommages parce que si tu as quelques dommages, il faut apporter du sang, il faut reconstruire, oxygéner un Mmh. peu, amener les éléments solides pour pouvoir reconstruire. Donc si tu empêches le sang de circuler, tu ne peux pas faire ça. Ta cellule, elle va mourir, tu vois, ou alors elle va pas se régénérer de façon optimale. Et donc, tu vois, l'argument de vente, c'est que c'est une botte qui est puissante. Ah ouais, mais en fait, t'as pas besoin d'autant de pression. Et ça, tu vois, c'est un peu déconstruire aussi des trucs, en disant: «Bah, ça, c'est bien, quoi». Donc ce projet-là, ouais, ce projet, il est très, très intéressant sur le grand public, sur le bien-être, parce que les problématiques des sportifs, tu les rencontres dans la vie de tous les jours, hein. Les problèmes de sommeil, les problèmes de stress, problèmes de récupération, enfin, améliorer son retour veineux et tout ça, Mmh. c'est des problèmes qu'on a de plus en plus. Donc j'aime bien cet aspect-là aussi, tu vois? Franchement, c'est un truc que j'aime bien. Donc, à terme, ça serait de réduire peut-être un peu la quantité d'athlètes suivis pour être un peu plus performant, avoir du temps pour continuer un peu à me reformer à droite gauche Mmh. et essayer de redévelopper cette partie-là, justement, développer le centre de récup, avec pas que des sportifs, mais aussi avec sur du bien-être en fait aussi, clairement. D'accord. Alors, on va terminer sur des questions plutôt personnelles, Ouais, Gaël. vas-y. Donc, en dehors de ton métier de préparateur physique, Ouais, quelles sont tes passions dans ta vie? la musique, la musique, Mmh. sans hésitation. Euh, je suis je suis quelqu'un qui apprécie les bonnes choses aussi. J'aime la cuisine Mmh. énormément. C'est les découvertes de pas mal de choses, mais ouais, prendre le temps, ça c'est. Et j'aime lire aussi. J'aime lire pas mal aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire au Gaël, par exemple, qui avait commencé ses études ou en sortie d'études, si tu peux lui parler Ah ouais, maintenant? ne sois pas aussi suffisant, ne sois pas aussi sûr de toi. La route est terriblement longue D'accord. et difficile. D'accord. Est-ce que tu as, des idées de personnalités, sportives ou en rapport avec, le sport, la santé que je pourrais inviter dans ce podcast? Pour toi? Ouais. Euh, il m ouais, il y a des gens que je il y a des gens que j'apprécie beaucoup, beaucoup, et à qui j'ai du respect. Hem Tu vois, par exemple, un kiné du sport, par exemple, le kiné avec qui je travaille, Mmh. tu vois, Pierre, il a une vision, aussi bien, Pierre Ly qui est un kiné du sport, on a 2 visions qui se complètent et on se Mmh. respecte énormément. Moi, je trouve que c'est cool, c'est quelqu'un qui, heu, qui est assez cool. Tu pourrais aussi, Eric, par Mmh. exemple, Eric Lozaï, qui est le responsable de CryoRécup, avec qui je travaille, qui pourrait expliquer un peu comment c'est venu, Mmh. cette partie qu'il a sur le développement du centre et la distribution aussi, qui t'expliquerait un peu la notion de low cost et tout ça. Ouais, ça c'est bien. Il y a un entraîneur aussi avec qui je m'entends bien, l'entraîneur qui est responsable de la FDJ Suez, Flavien Sonnen Mmh. aussi, qui gère l'équipe professionnelle de la FDJ, la FDJ Suez, et avec qui je suis en partenariat parce que j'ai une de leurs athlètes. Je suis maintenant le seul entraîneur étranger à la structure.
Du coup, j'échange un peu avec lui et je sais que voilà, c'est quelqu'un que je trouve très carré dans l'analyse. Tu vois, lui, il te dira sur les datas, c'est quelqu'un qui est dans un domaine vraiment très précis et il a sa collègue Liselop qui est féminine aussi. Ils sont deux et tu sens que tu vois ça cherche à rendre le groupe performant et je pense Mm. qu'ils ont des bons résultats. Ils ont des résultats qui augmentent d'année en année en étant maintenant quasiment peut-être la meilleure équipe, je dirais presque la meilleure équipe pour le tour. Mm. Ça, c'est des gens cool. Euh, et puis après derrière, bah, peut-être des sportifs aussi, hein, des sportifs. Tu pourrais avoir par exemple quelques mecs comme qu'est-ce qu'il pourrait, Marie Lenette, tu vois, ma Mm. cycliste qui vient d'être championne de France là, qui, a un- qui est un peu particulière, qui fait des études à côté aussi d'ostéo, qui Mm. arrive à mener un peu tout ça, une personnalité un peu haute en couleur, quoi. Ça D'accord. c'est cool. Et pourquoi pas quelques personnes, Thomas aussi, Thomas Glo, Mm. le combattant, qui t'expliquera comment il a réussi à mener un peu de front cette carrière de combattant avec ses études Mm. et aussi le début de son lancement de boîte et comment il a vécu ça et ça Thomas, c'est à mon avis quelqu'un faut écouter quoi. D'accord. Bah, écoute, merci Gaël pour ces noms. Pour ceux et celles qui veulent suivre ton travail, te contacter, Hmm. comment ils font? Ils te contactent sur quoi? Ah, moi, je suis pas un grand des réseaux. Je publie pas beaucoup sur les réseaux. Mm. Je relis très peu de stories. Je fais très peu d'articles. Mais après, oui, tu me trouves sur Instagram. J'ai un compte Instagram Mm. sur Gaël Le Guidi, je crois. Mm. Je réponds quand je peux. Et puis après, tu dois trouver mon numéro. Non, je peux donner mon numéro aussi. Mais sur Instagram, souvent, Ok. tu contactes et c'est ça. Bon, de toute façon, je repartagerai toutes tes informations. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que le mot de la fin pour toi, Gaël, pour les auditeurs auditrices, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, merci à toi. J'ai pas Mm. d'habitude de faire beaucoup de trucs comme ça. Après, Mm. derrière, si ça a pu plaire à certains, c'est bien. Juste retenir ça, que la grande question du haut niveau, elle est de savoir pourquoi on veut le faire aussi, Mm. pourquoi on fait ça. Ce sont des pratiques qui sont quand même, qui peuvent laisser beaucoup de traces et que je trouve on entend beaucoup parler de déprime dans certains milieux, même de dérives aussi d'encadrement. Je trouve ça un peu dommage. Disons que moi, étant père maintenant de deux Mm. filles, je, des fois, je me pose la question si ça vaut vraiment la peine de faire tout ça Mm. pour un titre de champion du monde, si tu veux. Et je pense qu'il faut pas oublier un truc, c'est que même si tu es champion du monde, champion olympique, que tu as fait les Jeux ou que tu restes juste un homme en fait et que tu changes pas la face du monde en fait. Mm. Ça, donc, je pense qu'il faut voilà déjà faire ça pour soi et pas oublier que ça reste à la base un jeu. Mm. Ça reste le jeu quoi. Ça reste le jeu qu'on aime quoi. Mm. Alors, avec des enjeux, mais ça reste un jeu. Ouais. Et je pense qu'il faut pas oublier ouais, il faut rester à sa petite échelle quoi. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Ouais. Parfait. Garder l'humilité et le travail. C'est les mots pour moi très importants, c'est humilité, travail. Et c'est ça. Et merci à toi, Gaël, pour cet échange ultra riche Merci. d'enseignements. Écoutez, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager à vos collègues sportifs autres et abonnez-vous pour pas rater les prochains épisodes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris cette pause avec moi. Restez fort, restez focus, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Free audio post production by alphonic.com.